L'Écosse, une des terres les plus saisissantes d'Europe, et pourtant le berceau d'un peuple à l'espérance de vie parmi les plus basses du Royaume-Uni. Une nation qui célèbre la liberté, sans jamais s'en être véritablement emparée. Derrière le calme de ses lochs et la quiétude de ses villages des Highlands, se cachent des communautés écrasées par un poids que peu d'étrangers soupçonnent. Et plus on s'approche de ces paysages, plus on découvre des fractures invisibles, des réalités absentes des récits officiels. Édimbourg s'élève sur 7 collines volcaniques, une architecture naturelle qui impose une séparation nette entre les hauteurs, les rues et les perspectives. Chaque colline porte un chapitre différent de l'histoire de la capitale, une topographie qui se révèle à mesure que la caméra glisse sur ses pentes. La vieille ville conserve le plus ancien tissu urbain encore intact. Ses immeubles, étroits et vertigineux, certains atteignant 14 étages, furent érigés vers le ciel faute d'espace au sol. La pierre sombre de leur façade porte les stigmates des siècles, de la fumée et des intempéries. Nombre de ces passages, les closes, demeurent si resserrés que la lumière du jour n'y pénètre qu'à certaines heures, conférant au quartier une atmosphère singulièrement verticale. Sous le niveau de la rue, des sections souterraines subsistent, d'anciennes habitations scellées après les épidémies, puis redécouvertes par les archéologues. Ces strates superposées forment l'une des structures urbaines les plus insolites d'Europe. Une marche vers le nord nous mène à la nouvelle ville. Sa conception géorgienne du XVIIIe siècle obéit à la ligne droite, aux avenues larges et aux proportions exactes. La différence est immédiate. Un quadrillage organisé, des façades uniformes, le sentiment d'une planification délibérée, née à une époque où l'Écosse investissait massivement dans la science, la philosophie et son identité civique. Le Royal Mile relie ces deux mondes. Il s'étire du château d'Édimbourg, à son extrémité supérieure, jusqu'au palais de Holyrood, en contrebas, traversant des cours, des marchés et des institutions historiques toujours en activité. Au-dessus de tout s'élève Arthur Seat. L'ancien sommet volcanique, haut de 251 mètres, offre une vue imprenable sur la capitale. De là-haut, l'enchevêtrement de la vieille ville, la géométrie de la nouvelle ville et la frange côtière apparaissent dans un seul et même cadre. C'est aussi le point où le voyage bascule, quittant la ville pour s'ouvrir sur des paysages plus vastes sur la route des Highlands. Au large de la côte ouest, l'île de Skye s'étire tel un long bras de roches et de mer replié sur lui-même. Façonné par l'activité volcanique et les glaciers ancestraux, son littoral se brise en promontoires, falaises et baies abritées, tandis que l'intérieur des terres se hérisse de crêtes, de landes et de pics isolés qui définissent le caractère de l'île. Sur la péninsule de Trotternish, le Holman of Storr se dresse au-dessus d'une pente de basalte fracturée. Le pinacle et les falaises qui l'entourent font partie d'un glissement de terrain colossal, où la terre s'est lentement déplacée et fissurée au fil des millénaires. Ici, la terre elle-même porte la mémoire de sa propre rupture, un mouvement imperceptible mais inexorable, comme un écho silencieux aux tensions qui parcourent cette nation, dont la beauté sauvage semble à la fois masquer et révéler les failles profondes qui la définissent. Les mesures du versant révèlent les stigmates d'un mouvement séculaire, visibles dans le sol en gradin, les parois rocheuses mises à nu et les formations irrégulières qui zèbrent le flanc de la colline. Plus loin, sur cette même ligne de crête, le Kirin poursuit ce récit d'une terre en perpétuel mouvement. Routes, pâturages et sentiers se fraient un chemin à travers un paysage de roches inclinées et de murailles herbeuses abruptes. Des pans entiers de la pente continuent de glisser, imposant des réparations régulières à la voie qui la traverse. C'est ici que l'instabilité géologique et l'obstination humaine s'entremêlent, dans un dialogue incessant où les forces de la nature et la vie quotidienne restent intimement liées. Au sud de Trotternish, les collines de Cuillin se dressent, leurs contours plus acérés. À leurs pieds, les fairy pools, les bassins des fées, recueillent une eau cristalline en une succession de petites cascades et de vasques. Ce chapelet de piscines naturelles est imprégné de légendes et de folklore. D'innombrables récits entourent ces eaux, où l'on dit que les fées ont élu domicile. Selon la tradition locale, ces bassins abriteraient les hommes bleus du Minch, des créatures mythiques qui attireraient les marins vers une mort certaine.
Les bassins seraient également un portail vers l'autre monde, un passage que les fées emprunteraient pour voyager entre le royaume des hommes et le leur. Plus loin, Naze Point, l'un des phares les plus célèbres d'Écosse, accessible par un unique sentier qui descend vers le promontoire. Au bout du chemin se dresse la Sentinelle Blanche, érigée au début des années 1900. Perchée sur une étroite plateforme au-dessus de l'Atlantique, elle est encadrée de falaises qui offrent des vues imprenables sur l'horizon. Le lieu est devenu une halte incontournable pour les photographes de paysages, en particulier dans la lumière déclinante du jour. La marche s'étend sur environ 2,5 km aller-retour, avec une montée constante au retour, avant de retrouver la route et de laisser le ciel derrière soi. La route tourne le dos à la mer, s'enfonçant vers l'intérieur des terres, dans les cols montagneux qui mènent à Glencoe. Glencoe est une vallée glaciaire, née d'une fureur volcanique il y a plus de 400 millions d'années, puis sculptée par l'avancée des glaces. Le relief est un drame géologique, des murailles abruptes, des pentes profondes, et les crêtes connues sous le nom des Trois Sœurs, qui dessinent la silhouette du vallon. Les études glaciaires identifient le site comme les vestiges d'une caldeira volcanique effondrée, remodelée au fil de cycles glaciaires répétés. Mais la roche porte aussi la mémoire d'un drame humain, survenu en l'an 1692. Des troupes gouvernementales, agissant sur ordre du roi Guillaume III, massacrèrent les membres du clan MacDonald dans leur propre maison, après avoir partagé leur toit et leur table pendant près de 2 semaines. La rupture du serment sacré de l'hospitalité des Highlands demeure un détail central dans les récits de ce massacre, ajoutant au poids de l'histoire qui pèse sur ces lieux. Chaque année, près de 3000 mm de pluie s'abattent sur Glencoe, créant des brumes fréquentes et des nuages bas qui s'accrochent aux flancs de la vallée. Dans ce paysage où la pierre et le ciel se confondent, la terre ne se contente pas de raconter son passé géologique. Elle murmure le souvenir des hommes, portant en elle la double cicatrice de la fureur des volcans et de la cruauté des rois. Dans le vallon, les conditions estompent les contours et assourdissent les échos, altérant la perception même des distances. Un voile de brume s'accroche souvent aux terres ouvertes et aux crêtes les plus élevées. Des cerfs élafes parcourent les versants. Dans les hauteurs, des aigles royaux patrouillent les cieux, tandis que les lièvres variables se terrent sur les terrains accidentés. L'atmosphère se métamorphose au gré du temps et de l'heure du jour. Le Loch Ness s'étire sur près de 37 km à travers le Great Glen, atteignant des profondeurs qui dépassent 230 mètres. Son volume d'eau douce est si colossal qu'il surpasse celui de tous les lacs d'Angleterre et du pays de Galles réunis. Ses eaux, sombres et chargées de tourbes, limitent la pénétration de la lumière dans les abysses. Sur la rive ouest, les vestiges du château d'Urquhart surplombent le loch. Ses murs et ses tours, témoins silencieux des conflits médiévaux et modernes, rappellent la lutte acharnée pour le contrôle de cette voie stratégique. Depuis des décennies, des récits font état d'une créature au long corps. Quelques photographies fugaces, de brefs témoignages. Certains observateurs ont noté que ces descriptions évoquent la silhouette d'un plésiosaure. Aucune preuve n'a jamais confirmé son existence, mais l'incertitude suffit à maintenir le loch au cœur d'une fascination inépuisable. Non loin de là, le viaduc de Glenfinnan, érigé en 1901, porte la ligne ferroviaire des West Highlands au-dessus du Loch Shiel. Construit en béton de masse, il traverse la vallée grâce à 21 arches en plein cintre, chacune mesurant environ 15 mètres. Sa longueur totale approche les 380 mètres, pour une hauteur de presque 30 mètres au-dessus de la rivière Finnan. Il demeure le plus long pont en béton de ce type jamais construit en Écosse. Le viaduc surplombe le monument de Glenfinnan. Érigé en 1815, ce dernier commémore le soulèvement jacobite de 1745. Une tour, coiffée d'une plateforme d'observation, porte la statue d'un Highlander solitaire, ajouté au XIXe siècle. Il incarne la bravoure des montagnards qui combattirent pour le prince Bonnie Prince Charlie. Sa position au seuil du vallon offre une vue imprenable sur toute la longueur du loch et les pentes environnantes. Les trains continuent de traverser le viaduc, un itinéraire qui a acquis une renommée internationale grâce à son apparition dans 4 films de la saga Harry Potter. L'ouvrage figure également sur le billet de 10 livres sterling émis par la Banque d'Écosse, le plaçant parmi les monuments ferroviaires les plus emblématiques des Highlands. Plus loin, le château d'Eilean Donan se dresse sur un îlot de marée,
au confluent de 3 lochs marins. Le relief alentour forme un amphithéâtre naturel de haute crête avec la forêt de Kintyre et les lignes lointaines des montagnes en toile de fond. Par temps clair, les eaux calmes qui entourent l'île reflètent les versants avec une netteté parfaite, dessinant des perspectives qui s'étendent sur des kilomètres. L'accès au château, lui, change au rythme des marées. Ici, l'eau ne dicte pas seulement le passage vers la pierre, mais aussi la pulsation d'un paysage où l'histoire, le mythe et la nature s'entremêlent en une éternelle conversation. L'île se dévoile à marée basse, accessible à travers des terres que la mer abandonne pour un temps. Lorsque les eaux montent, seul un pont de pierre la relie au continent. Les premières fortifications recensées datent du XIIIe siècle, lorsque l'île fut renforcée pour bloquer les incursions vikings dans la région de Ross. Au fil du temps, la structure a évolué au gré des reconstructions successives, dictées par les changements de pouvoir politique et les impératifs militaires. Un événement majeur survint au début du XVIIIe siècle. Le château fut anéanti lors d'un conflit impliquant des troupes espagnoles alliées à la cause jacobite. Il demeura en ruine pendant des générations. Au début des années 1900, un membre de la famille Macré entreprit une reconstruction complète, assemblant la maçonnerie selon les plans d'époque et les vestiges archéologiques. Les murs restaurés, les chenaux de marée et les points de vue élevés composent l'un des décors de château les plus singuliers d'Écosse. La structure se dresse sur un sol qui s'élève juste assez au-dessus des flots pour dessiner une silhouette nette sur les pics environnants. Au gré des changements météorologiques, la forme de l'île, le pont de pierre et les eaux libres offrent une vision complète de la position du site au cœur des Highlands. Ce point de vue marque la transition entre le terrain côtier et les vallées intérieures qui définissent la prochaine étape du voyage. L'élévation de l'île offre une lecture claire des crêtes, des forêts et des terres. Ici se dresse Stirling. La ville occupe un étroit corridor entre les basses terres et les hautes terres, une position qui a attiré des conflits répétés. Les chroniques la décrivent depuis longtemps comme la clé de l'Écosse, un titre fondé sur sa maîtrise du passage stratégique reliant le sud au nord. Les archives locales rapportent que le château de Stirling fut attaqué ou assiégé au moins 16 fois. Plusieurs batailles majeures se sont déroulées dans les champs alentours. 2 de ces affrontements ont façonné le cours de l'histoire médiévale de l'Écosse, tandis qu'une autre rencontre décisive eut lieu à une courte distance au nord. Le château servit également de centre royal. Plusieurs rois et reines d'Écosse furent baptisés, couronnés ou trouvèrent la mort entre ses murs ou dans les résidences voisines. Sur une crête volcanique surplombant le fleuve Forth se dresse le monument Wallace. La tour commémore William Wallace, dont les campagnes, autour de l'an 1300, défièrent la tentative du roi Édouard Ier d'Angleterre d'imposer son contrôle sur l'Écosse. Sa période d'activité en tant que chef militaire fut brève, centrée sur 2 batailles majeures, une victoire et une défaite, suivies de sa démission, de sa capture et de son exécution. Le monument inscrit ses actions dans la lutte plus vaste pour l'autonomie de l'Écosse. Au sud s'étend Bannockburn, le champ de bataille de 1314. Chaque pierre, chaque colline, chaque cours d'eau semble ici porter la mémoire des serments et des épées. Le paysage n'est pas seulement un décor, mais le témoin silencieux d'une histoire forgée dans le sang et la détermination. Un récit où la terre elle-même est devenue le gardien de l'âme d'une nation. Sur ces terres, le destin d'une nation fut scellé. L'issue du combat affirma le règne de Robert Bruce sur l'Écosse et réduisit à néant l'influence d'Édouard II. Pour de nombreux historiens, ce basculement du pouvoir fut un facteur décisif, un sursis de plusieurs siècles avant l'union des couronnes écossaises et anglaises. Le relief élevé qui entoure Stirling révèle la topographie du conflit. Les basses plaines se plient pour former les premières crêtes de l'intérieur des terres, traçant une route naturelle vers le cœur du pays. Plus à l'est, là où la terre se heurte à la mer du Nord, se dresse un autre bastion de l'Écosse, le château de Dunnottar, un plateau rocheux s'élevant à près de 50 mètres au-dessus des flots. Le promontoire n'est relié au continent que par un isthme étroit, une saignée dans la roche abrupte dessinée par les contours naturels de la falaise. La position crée une enceinte défensive presque parfaite, protégée sur 3 côtés par la mer,
ne laissant qu'un unique point d'accès contrôlé. Au XVIIe siècle, cette forteresse fut choisie pour abriter les joyaux de la couronne, les Honours of Scotland. Durant la guerre civile anglaise, la région avait déjà subi de lourds dégâts en 1645 et les forces de Cromwell imposèrent bientôt un siège de plusieurs mois pour s'emparer des insignes du pouvoir. Des canons de siège furent positionnés sur les falaises, pilonnant les remparts pour forcer la reddition de la garnison. Mais avant que les murs ne cèdent, la couronne, le sceptre et l'épée d'apparat furent exfiltrés de la forteresse. Les récits de l'époque identifient l'épouse du pasteur, Madame Granger, comme celle qui sortit les objets précieux et organisa leur dissimulation dans une petite église de l'arrière-pays où ils restèrent cachés durant plusieurs années. Le conflit apaisé, le rôle défensif de Donotar s'amenuisa et la structure entama son long déclin. Aujourd'hui, le littoral témoigne de l'impact incessant des vagues à la base des falaises. Les marées et les vents changeants exposent tour à tour différentes sections de la roche, rappelant l'impermanence de toute construction humaine face à l'océan. Au-delà des hauteurs, la terre s'adoucit avant de se fondre dans les vastes champs qui ouvrent la route du nord-est. Cette capacité de transformation se lit aussi dans le visage des villes. Glasgow a connu l'une des plus importantes métamorphoses urbaines d'Écosse. Les anciens chantiers navals et les quartiers industriels ont été réinventés, devenant des lieux de culture, des studios, des salles de concert et des galeries publiques. La silhouette des vieux entrepôts demeure, mais leur fonction est désormais tournée vers l'art, le design et le spectacle. Les quartiers nocturnes s'animent au rythme de la musique live, des petits théâtres et des événements qui ponctuent la semaine. La cathédrale Saint-Mungo dessine les contours de la cité médiévale, tandis que la nécropole victorienne, sur la colline adjacente, reflète la puissance industrielle et commerciale du XIXe siècle. Ses sentiers en terrasse et ses monuments de pierre gravissent la pente, offrant une vue imprenable sur les rues en contrebas. Le West End, lui, vibre à un autre rythme. Pubs, boutiques indépendantes, marchés de seconde main et petites scènes de théâtre bordent les rues. Au-dessus de cette effervescence, les tours du XIXe siècle de l'université de Glasgow veillent. Des champs de bataille qui ont forgé un royaume, aux forteresses qui ont gardé son âme, l'histoire de cette terre est écrite dans la pierre et dans l'esprit. Un dialogue constant entre ce qui fut et ce qui reste encore à être. Le long du fleuve, des édifices modernes se dressent sur des terres autrefois occupées par des chantiers navals et des usines. Musées, stades et nouveaux logements participent à une transformation profonde qui a remodelé les berges en un corridor public contemporain. Partout dans la ville, structures historiques et projets récents témoignent de la mutation de Glasgow, passant de l'industrie lourde à une effervescence créative et culturelle. Plus loin, dans les Highlands, la cornemuse occupe une place séculaire dans la tradition. Si ses formes primitives sont apparues dans de multiples régions du monde, ces adaptations écossaises ont donné naissance à la grande cornemuse des Highlands, dont le son puissant rythme les cérémonies, les défilés militaires et les rassemblements populaires. Le tartan et le kilt constituent un autre pilier de l'identité des Highlands. Les premières mentions du kilt remontent au XVIe siècle, décrivant un ample vêtement de laine qui s'enroulait autour de la taille et pouvait se rabattre sur l'épaule. À l'origine, les motifs du tartan étaient liés au style de tissage régionaux, avant de devenir, au cours du XIXe siècle, l'emblème des clans, lorsque les archives textiles formalisèrent les motifs encore utilisés aujourd'hui. Ces traditions demeurent vivantes, au cœur des festivals, des événements officiels et des pratiques communautaires. Le voyage nous mène à St Andrews, où l'histoire académique se mêle à un paysage mondialement reconnu pour le golf. Le Old Course s'étend sur un terrain ouvert le long du rivage, marqué par d'interminables fairways et des bunkers de sable sculptés par les vents côtiers. De nombreux éléments de sa conception originelle sont encore en usage sur les parcours modernes, faisant de lui l'un des exemples les plus étudiés de l'architecture du golf. À quelques pas de là se dressent les bâtiments de l'université de St Andrews. Fondée en 1413, ses cours, ses amphithéâtres et ses collèges forment l'un des plus anciens centres d'enseignement supérieur d'Écosse. Plusieurs structures datent de la période médiévale, et l'université continue de croître autour de ses noyaux historiques. L'institution est également connue pour être le lieu où le prince William a rencontré Catherine Middleton,
alors qu'ils étaient tous deux étudiants. Non loin, les vestiges de la cathédrale de St Andrews se découpent sur le ciel. Les murs, les tours et les fondations encore visibles révèlent l'échelle monumentale du complexe avant sa destruction en 1559, durant la Réforme écossaise. L'espace dégagé autour des ruines offre une lecture claire du littoral et du tracé des anciennes rues. Sur l'île d'Islay, le paysage change. L'île est réputée pour sa concentration de distilleries, avec 9 établissements en activité le long de ses côtes et dans ses vallées intérieures. Chaque site utilise la tourbe locale pour sécher l'orge maltais, produisant des whiskies reconnaissables à leur caractère intensément fumé. Ici, plus que partout ailleurs, la terre et l'esprit se confondent. De la renaissance industrielle des villes aux traditions immuables des hautes terres, jusqu'à l'alchimie de la tourbe et de l'eau, l'Écosse révèle une identité forgée par les éléments, une histoire qui ne se lit pas seulement dans les livres, mais se goûte, s'écoute et se ressent à chaque instant. Le paysage se nourrit de la tourbe, extraite des landes voisines, où des strates de végétation compactées se sont accumulées au fil des âges. Durant les mois les plus froids, une pulsation saisonnière s'empare de l'île. 20 000 oies sauvages s'installent dans les champs et les zones humides. Se rassemblant le long des côtes, elles accomplissent leur migration annuelle, un va-et-vient immuable entre ces terres et leurs aires de reproduction nordiques. Le littoral révèle une mosaïque de baies, de falaises basses et d'eau libre, un relief en perpétuel changement. Plus loin, le Loch Lomond déploie la plus grande superficie lacustre de toute l'Écosse. Ses eaux s'étirent en un lacis dense, abritant 38 îles de tailles diverses, certaines boisées, d'autres nues et rocheuses. L'immensité du lac se révèle depuis ses rives, où de longs corridors d'eau s'écoulent entre les crêtes. Le paysage environnant marque la transition, une frontière invisible entre les basses terres et les hautes terres. Pentes boisées, parcelles de prairies et larges vallées se rencontrent en cette zone charnière. Les Trossachs y ajoutent une série de petits sommets et de collines forestières, dominées par la silhouette reconnaissable du Benvenue. Sentiers, villages et routes d'accès épousent les contours naturels du terrain, reliant les étendues de forêt, les berges du lac et les hauteurs. Alors que la route s'enfonce dans les glaines, le relief s'élève, annonçant l'intérieur des Highlands. Bilar Naba, en gaélique écossais, le col du bétail. Un nom qui rappelle son usage ancestral, une voie de transhumance pour le bétail à travers la péninsule d'Applecross. La route moderne fut conçue en 1822 par l'ingénieur Thomas Telford, sur un modèle inspiré des cols alpins. Avec ses virages en épingle et ses pentes vertigineuses, l'ascension débute au niveau de la mer pour atteindre une altitude de près de 625 mètres au sommet. C'est l'une des plus hautes routes publiques d'Écosse et la plus abrupte du Royaume-Uni. L'itinéraire occupe un corridor à voie unique, taillé à même le flanc de la montagne. Par endroits, la route surplombe des à-pics vertigineux, enserrés entre des parois rocheuses et de hautes crêtes. Les lignes de conduite changent sans cesse, dictées par l'élévation et la géométrie serrée des virages. La descente mène à Applecross, une petite communauté blottie au fond d'une baie abritée. Ici, la faune locale se montre souvent près du littoral et des lisières boisées. Loutres, milans royaux, cerfs et plus rarement, martres des pins sont observés tout au long de l'année. Les visiteurs se retrouvent près de l'auberge du village où l'on sert le poisson frais pêché dans les eaux régionales. Au loin, à l'horizon atlantique, les Hébrides extérieures se dessinent. Une chaîne d'îles où un environnement distinct, façonné par l'océan, impose sa propre loi. C'est là, dans ces territoires extrêmes, que la Terre rappelle à l'homme sa place éphémère face à la permanence des éléments. Ici, la puissante houle de l'Atlantique sculpte un monde de sanctuaires sauvages et de traditions gaéliques ancestrales. Lewis et Harris, bien que portant deux noms, forment la plus grande île des Hébrides extérieures, une terre de contrastes saisissants. Le relief se métamorphose, passant des plaines de tourbe infinies aux collines escarpées qui plongent dans la mer. C'est sur Harris que se trouvent certaines des plages les plus renommées de la région. L'Uskentyre, avec son sable d'une pâleur exquise et ses eaux aux nuances changeantes, est un spectacle vivant, dicté par les marées, la météo et la profondeur.
Lorsque la mer se retire, la plage s'élargit en une vaste étendue qui permet de rejoindre à pied la plage de Seille-le-Bost, de l'autre côté de la baie. Dans ces moments, d'étroits chenaux de marée dessinent des formes sinueuses à la surface, incisant le sable fin et compacté. Sous un ciel éclatant, l'eau se pare de turquoise. Sous les nuages, elle revêt un bleu plus profond. La langue et la tradition demeurent le cœur battant de la vie insulaire. Le gaélique écossais résonne dans de nombreux foyers, et le rythme des semaines est intimement lié à des pratiques religieuses séculaires. Dans plusieurs communautés, le dimanche est observé comme un jour de repos, une pause dans le temps qui perpétue des coutumes ayant défini la vie locale depuis des générations. Les villages apparaissent en petits hameaux, souvent reliés par des routes à voie unique qui épousent des contours du paysage. Entre eux s'étendent les tourbières, jusqu'à ce que le terrain rencontre les marges côtières plus resserrées de Harris. Sur l'île de Lewis, les pierres de Calanais se dressent dans une disposition cruciforme singulière, érigée il y a environ 5000 ans. Le site se compose d'un monolithe central entouré de longues allées de menhirs qui s'étendent dans 4 directions linéaires. Les datations révèlent que ce complexe est antérieur à Stonehenge et qu'il a servi de centre rituel pendant au moins 2000 ans, témoignant d'une longue activité cérémonielle à travers les îles de l'Ouest. Les récits du site évoquent un événement lunaire récurrent, se produisant environ tous les 18 ans et demi. Lors de ce que l'on nomme la grande halte lunaire, la Lune atteint sa position la plus basse dans le ciel et sa trajectoire s'aligne parfaitement avec l'allée principale de pierre. Cet alignement suggère que ces bâtisseurs observaient les cycles lunaires sur de très longues périodes. Après des millénaires d'exposition aux assauts de l'Atlantique, les pierres portent les stigmates du temps. L'espacement entre chaque menhir révèle la lande environnante et les crêtes qui se dessinent au loin. La prairie et les champs de roches accidentées relient le cercle au paysage plus vaste qui s'étend sur toute l'île. Plus au nord, l'archipel des Orcades recèle une concentration exceptionnelle de structures préhistoriques. Skara-Brae est l'un des villages néolithiques les mieux conservés d'Europe, où les pièces construites en pierre, les foyers et les compartiments de rangement sont encore visibles. Ces pierres, qu'elles soient dressées vers le ciel ou assemblées en habitation, ne sont pas de simples vestiges. Elles sont les témoins silencieux d'une cosmologie oubliée, un dialogue gravé dans le paysage entre l'humanité et l'immensité du temps. Au XIXe siècle, la fureur des tempêtes arrache au sol un secret enfoui depuis des millénaires. Des habitations, occupées il y a plus de 5000 ans, émergent du sable, témoins silencieux d'une civilisation oubliée. Non loin de là, le cercle de Brodgar dessine une vaste arène cérémonielle. Ces pierres dressées, alignées sur une crête naturelle, se découpent sur le ciel des Orcades. Les études archéologiques révèlent de multiples phases de construction, et le diamètre du cercle le place parmi les plus imposants de la région. Sur la surface des monolithes, l'érosion raconte une histoire d'exposition prolongée au climat côtier, une lente conversation avec le vent et le sel. Aujourd'hui, un autre dialogue s'engage avec les éléments. Des projets énergétiques modernes ponctuent l'archipel. Éoliennes et systèmes marémoteurs génèrent une électricité qui dépasse les besoins locaux, injectant le surplus dans des réseaux plus vastes. La rencontre des vents puissants et des marées prévisibles a transformé ces îles en un centre de recherche sur les énergies renouvelables. Entre ces sites, anciens et modernes, s'étendent des champs ouverts, des collines basses et des chenaux qui relient les îles par un réseau de chaussées et de bras de mer étroits. Plus au sud, Inverness, capitale administrative des Highlands, s'est bâtie autour de son artère vitale, la rivière Ness. Ses rives sont jalonnées de promenades, de ponts et d'édifices publics. Le château actuel, datant de 1836, domine la ville depuis son promontoire, le regard tourné vers l'eau. Dans les rues qui l'entourent, les bureaux administratifs et les zones commerciales côtoient de vieilles structures de pierre, traçant l'expansion progressive de la cité. En contraste saisissant avec l'agencement urbain d'Inverness, se dresse Ullapool, un village de pêcheurs planifié au XVIIIe siècle. Ses maisons blanchies à la chaux s'alignent le long d'une baie abritée. Le village a prospéré grâce à l'industrie du hareng, son port servant historiquement au débarquement et au traitement d'immenses prises saisonnières.
De ce même port partent aujourd'hui des ferries reliant le continent aux îles du Nord. Entre ces deux pôles, le paysage se métamorphose. Les plaines fluviales cèdent la place aux lochs, aux landes et aux collines éparses, formant une topographie variée qui définit l'approche nord des Highlands. Niché au creux du Nance abrité du Loch Carron, le village de Ploughton semble vivre hors du temps. Ses eaux calmes, protégées des courants, créent une surface quasi immobile la majeure partie de l'année. Le village est connu pour son alignement de cordylines, semblables à des palmiers, qui prospèrent sur le front de mer. Une anomalie botanique rendue possible par le microclimat doux qu'engendrent les collines environnantes et l'influence des courants chauds à cette latitude. Les maisons du rivage, avec leurs façades aux couleurs pastel, forment une rangée continue face à l'eau. Lorsque la marée est basse et que la surface est étale, leurs reflets apparaissent avec une clarté parfaite. De petits bateaux sont ancrés près du village, occupant des points de mouillage utilisés par les résidents comme par les visiteurs. Ici, le temps semble suspendu, capturé entre la pierre et l'eau, un écho silencieux de la permanence au cœur du changement. Le pouls de la vie bat au rythme des sentiers qui serpentent, de la cadence immuable du port et du passage feutré des rares véhicules dans le dédale des ruelles. Le paysage environnant se compose de pentes boisées, de cimes basses et de plaines littorales, dont l'apparence se métamorphose au gré des marées et des humeurs du ciel. Le château de Dunes, érigé dans un grès ocre, forme une citadelle ramassée sur elle-même. Avec des murailles épaisses de près de 2 mètres, le donjon domine la cour intérieure et ancre toute l'organisation de la forteresse. Depuis le sol, la majesté de ses lignes verticales demeure intacte, à peine effleurée par l'érosion des siècles. Le passage d'entrée, un couloir étroit, se faufile sous le châtelet pour mieux maîtriser les allées et venues au cœur du bastion. Au-dessus, les tours de guet signalent les postes d'observation et de défense. À l'intérieur, un réseau d'escaliers et de coursives relie les étages supérieurs, révélant la double vocation du lieu, résidence seigneuriale et position fortifiée. Autour des remparts, l'herbe recouvre des vestiges de pierre et les fondations discrètes de bâtiments de soutien, esquissant l'empreinte originelle de la place forte. Au-delà de ce périmètre, la terre s'ouvre sur des bois et des champs, rattachant le site au vaste paysage qui clôt l'étape finale du voyage. L'Écosse est une terre de cités historiques, de côtes sinueuses, de ruines ancestrales et de longues étendues sauvages. Chaque étape du périple laisse sa propre marque, une empreinte faite de sons, de climat et des vestiges de civilisations passées. Lorsque le voyage s'achève, l'écho de ces lieux demeure, une réminiscence assez puissante pour guider les pas à venir sur la route qui toujours s'ouvre devant soi.